l'ouverture, la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz n'a pas fait baisser les tarifs. Alors pourquoi ne pas revenir au monopole d'État? C'est la question que se pose le magazine Marianne. Bonjour Franck de Dieu. Bonjour, Ça va Franck? ça va très bien et vous? Oui, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Euh, D'abord, est-ce qu'il y aura une spécificité française parce que ce n'est pas la faute d'EDF ou d'Engie si le cours du gaz flambe, là, j'imagine que tous les Européens aussi ont vu leur facture flamber, non? Oui, vous avez raison, c'est un phénomène qui est largement européen et qui ne concerne pas que la France, mais il y a une raison tout de même de tester lorsqu'on est français, pour la simple et bonne raison que la France tourne à 70% au nucléaire et que Ouais. c'est l'énergie la moins chère à produire. Donc les Français se disent, on a quand même, enfin nous, nos prédécesseurs, ont largement financé le parc nucléaire français, c'est au moins pour en profiter et avoir une énergie qui est moins chère. Et bien ce qui se passe, par le phénomène notamment de la libéralisation et de la mise en concurrence au niveau européen, décidé au tournant du siècle par la droite et la gauche, eh bien, on se retrouve avec une énergie qui est finalement beaucoup plus chère pour deux raisons. La première, c'est que ce système-là, on ne va pas y revenir dans le détail parce qu'il est très technique sur le phénomène concurrentiel et de libéralisation, mais c'est que EDF est un peu obligé de vendre bon marché une partie de son électricité nucléaire à des concurrents pour les faire émerger et pour qu'émerge une vraie concurrence. Sauf qu'elle est obligée elle-même, vendant son quota nucléaire à d'autres, eh bien, elle est obligée d'acheter de l'électricité chère aux autres qu'elle va ensuite refacturer aux clients. Donc, il y a une sorte de prix qui est artificiellement élevé et qui finit de degré en degré par se répercuter sur le pouvoir d'achat des Français, alors que la capacité française à produire de l'énergie pas chère existe. Après, il y a une règle de calcul européenne qui fait que le prix de l'électricité est indexé au cours du gaz. Voilà, alors ça aussi, c'est une C'est un peu autre... aberrant, comme l'a dit C'est Bruno Le Maire. tout à fait, c'est une aberration, c'est que le prix d'électricité est en partie déterminé sur le coût du gaz, qui est en fait la dernière centrale sollicitée pour répondre à la demande en électricité du réseau européen. Et donc, à partir de là, il est artificiellement élevé, ce prix. Alors que on est en mesure d'offrir une électricité moins chère. Ça, c'est vrai que c'est un paradoxe. Il C'est faudrait un, revenir sur ces règles qui bien sûr, bénéficient, dit-on aussi, à EDF, qui vend quand même beaucoup de son électricité à l'étranger. oui. Alors, il ne s'agit pas de dire forcément que EDF, de faire de EDF de l'amoindrir sur le plan international. Mais il s'agit de dire que par rapport aux consommateurs, EDF se retrouve dans l'obligation d'acheter de l'électricité trop chère et de la vendre moins cher aux autres. C'est ça aussi qui fait que, je veux dire, effectivement, vous avez EDF qui a une puissance de feu de manière à pouvoir conquérir des parts de marché ailleurs, mais elle se retrouve aussi à se tirer une balle dans le pied sur son propre marché domestique. Ça, Donc, c'est quand même aussi important. l'idée pour vous, c'est pourquoi pas de nationaliser. Ok, alors déjà, on se dit, ça coûte cher. Et puis, le monopole, on sait, c'est la rente. La Alors, concurrence est censée avoir des vertus, non? C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Est-ce que ça coûte cher? Je vais vous dire que c'est pas évident que ça coûte cher. Premièrement, parce que il faudrait débourser de l'argent. Donc, par exemple, pour l'État, pour racheter la part manquante, EDF Ils ont devrait descendre. 83%, je crois, d'EDF qui est en bourse. Voilà, donc 84. Donc, il faudrait qu'ils achètent 16%. Ça coûterait environ 6,4 milliards. Et en ce qui concerne Engie, où l'État est encore, qui est pour le coup très minoritaire, il faudrait qu'il rachète 19,4 milliards. Alors vous allez me dire, mais attendez, avec cette dette publique, on a appuyé sur le levier de la dépense, quoi qu'il en coûte, pour reprendre cette fameuse expression, pourquoi y aller un peu plus? Eh bien parce que, David,
l'opportunité d'un investissement ne se juge pas simplement à l'aune de son coût, mais aussi à l'aune de son retour sur investissement. Et là, il faut dire que cet argent-là, on peut l'avoir à 0%, puisque la France s'endette autour de 0%, et puis il peut rapporter. J'ai regardé, justement, les prévisions, le consensus d'analyse sur Boursorama. C'est sérieux ça, David, non? Très sérieux. Sur quoi? Sur les dividendes versés par EDF et Engie, c'est ça? Oui, pour l'année prochaine. Et alors? Au titre de l'année 2021. Donc, prenons EDF. EDF, on débourserait 6,4 milliards et on aurait 252 millions de dividendes en tout. On aurait 252 millions de dividendes. Ça veut dire qu'on a un EDF aujourd'hui, c'est un rendement de 4%. Engie aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, c'était en fin de semaine dernière, en début de semaine de cette semaine-là, le cours a peut-être varié, il assure du 6% de rendement. EDF 4%, Engie 6%. Donc moi je veux bien de me dire, attendez, vous allez augmenter la dette publique française, certes, mais vous avez des rendements, des coupons de 2021 et de 2022 prévus par les analystes qui laissent entendre que vous avez des très bons rendements. Et les analystes, ce n'est pas des bolcheviks, ils n'ont pas envie de tout nationaliser. Ils font des prévisions qui sont assez Donc honnêtes. financièrement, ça ne serait pas un gouffre, loin s'en faut à vous écouter. Et ça changerait quoi de nationaliser pour le commun des mortels, pour ceux qui payent sa facture d'électricité ou de gaz tous les mois? Alors, d'abord, celui qui paye sa facture d'électricité, premièrement, et il est aussi citoyen. Et donc, il a droit à des rendements, il a droit au fait qu'il il a un actif qui lui rapporte de l'argent et qui lui en coûte pas beaucoup, puisqu'on pourrait racheter à 0%. Ensuite, en ce qui concerne la question du client, comme je le disais, cette mise en concurrence et cette libéralisation a produit une augmentation du prix. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on se disait, au fond, la concurrence, partons je dirais, du premier paradoxe. La concurrence, elle doit faire baisser les prix parce que, elle conduit à réduire les marges. Et donc, vous avez raison de dire, s'il y a un manque de concurrence, il peut y avoir une rente liée à des marges trop élevées. Oui. Il se trouve que là, compte tenu de cette spécificité du marché qui demande des investissements colossaux en amont, vous avez une énergie qui n'est pas très chère à produire comme le nucléaire. Eh bien, vous avez des concurrents qui n'arrivent pas à vivre, à émerger par rapport à une électricité qui n'est pas assez chère, entre guillemets, et qui n'arrivent pas à assurer les investissements de manière à faire baisser leur coût de production, à faire augmenter leur productivité. Ils n'arrivent pas à émerger. Et donc, pour émerger, on va leur dire, artificiellement, on va réglementer, quelque part, l'émergence de la concurrence, ce qui est paradoxal, puisque la concurrence, elle est quelque part, je dirais, j'ai envie de vous dire, c'est presque un ordre naturel des choses. Franck, on a réussi à libéraliser, faire baisser les prix dans les télécoms. Pourquoi est-ce qu'on a réussi en télécom, on n'arrive pas à le faire dans l'énergie? Parce que, en fait, l'énergie, elle provient de différentes sources. La minute de télécom, elle provient finalement du même tuyau. Le tuyau a à peu près la même gueule, pardonnez-moi l'expression. Alors que là, vous avez de l'énergie qui peut provenir du nucléaire, qui peuvent provenir d'une centrale à charbon, du gaz, de l'hydraulique, de l'éolien, etc. Et donc ces coûts-là, ils sont différents. Ils sont différents et vous avez donc une prime quelque part pour l'opérateur historique qui a déjà fait ses investissements. C'est ça le paradoxe énergétique. Et qui justifierait, je pense, de revenir à ces questions de monopole. Je dis pas que... Est-ce que Bruxelles nous laisserait d'ailleurs? Non. Mais il y a un moment donné où il faut savoir dire, je suis désolé, nous, on n'est pas d'accord. Voilà, taper du poing sur la table. Merci en tout cas. Casser la vaisselle. Bon, merci en tout cas. Point de vue, signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck, bonne journée. Merci, au revoir.